Si vous utilisez Claude Code, Codex ou Cursor ou n'importe quel autre agent pour développer, il y a probablement une commande que vous laissez l'agent lancer sans même y réfléchir. C'est npm install. Et ça peut être une très mauvaise idée. Parce que quand vous lancez npm install, vous ne laissez pas juste potentiellement une petite librairie entrer dans votre projet. Cette librairie peut elle-même dépendre de dizaines d'autres packages, qui dépendent eux-mêmes de dizaines d'autres packages, voire de centaines. Et si un seul élément de cette chaîne est compromis, du code malveillant, un malware, un ver, peut rentrer potentiellement sur votre machine. Et ce n'est absolument pas théorique. Ici on le voit très bien, le 4 août 2026, Socket a signalé la compromission de plusieurs packages très utilisés autour de Kivay et Cacheable. Et certaines versions embarquaient un préinstall malveillant conçu pour récupérer par exemple les cryptos sur l'ordinateur, les clés AWS, les tokens GitHub, etc. Et le problème c'est que Kivay se trouvait très profondément au niveau de l'arbre des dépendances. Par exemple, surtout derrière ESLint via d'autres packages. ESLint qui est utilisé absolument partout. Donc vous pouvez être touché par un package dont vous avez même jamais tapé le nom. Donc aujourd'hui, le but c'est de vous montrer ma configuration simple que j'utilise pour réduire énormément ce risque quand je développe avec une IA. Mais maintenant, si vous débutez complètement, il faut déjà comprendre NPM en 30 secondes. Quand vous installez Node.js, et si vous développez avec Claude ou Codex, vous avez forcément installé Node.js. Vous avez généralement également accès à une commande qui s'appelle npm. Donc vous avez Node, on peut faire un node-version, vous pouvez taper ça dans le terminal et normalement vous aurez quelque chose ici. Avec ça, il y a aussi npm qui vient et je peux faire un npm-version et m'apercevoir que j'ai bien quelque chose ici. NPM, c'est un gestionnaire de packages. Et un package, c'est simplement du code créé par quelqu'un d'autre que vous venez ajouter à votre projet. Parce que souvent, on s'inspire d'autres bouts de code, on ne va pas constamment réinventer la roue. Et donc, si au niveau de Claude ou Codex, tu dis crée-moi un back-end, crée-moi un serveur web, en fait, il va souvent utiliser Express. Et par conséquent, il va faire un npm install de Express. Donc là, npm va chercher Express dans le registre npm et l'ajouter à mon projet. Claude Code et Codex utilisent énormément, enfin presque tout le temps en fait, tout le temps même, ce mécanisme parce que c'est tout l'écosystème JavaScript qui fonctionne autour de packages et de package.json. Et lorsque l'IA veut ajouter une fonctionnalité, elle vous propose souvent simplement d'installer la librairie qui a déjà fait le travail. C'est normal. C'est parce que l'IA a appris des devs et les développeurs font typiquement ça. Ils ne viennent pas réinventer la roue comme dit. Et le problème, c'est que quand ici j'écris npm install Express, je ne télécharge pas forcément uniquement Express. Express possède aussi ses propres dépendances. Et ces autres dépendances ont potentiellement aussi des dépendances. Et ça, c'est ce qu'on appelle les dépendances transitives. Donc moi, typiquement, je veux installer Express, mais Express dépend d'un package A, et le package A dépend aussi d'un package B, et le package B dépend d'un package C, etc., etc. Et c'est exactement ce qui rend les supply chain attacks intéressants pour les attaquants. Il n'y a pas forcément besoin ici de pirater votre projet à vous. S'il compromet un package utilisé par des milliers d'autres projets, il peut potentiellement se retrouver automatiquement sur énormément de machines. Et c'est exactement ce qui est arrivé plein de fois ces derniers mois. Première chose, ici, arrêtez d'utiliser npm, utilisez PNPM. On passe à PNPM. PNPM fait globalement le même travail, installer et gérer nos packages. Il reste compatible avec l'écosystème npm, mais il possède aujourd'hui des protections supply chain particulièrement intéressantes. Et PNPM recommande notamment le contrôle des scripts d'installation, le délai aussi avant d'accepter une nouvelle release, on verra ce que c'est, le contrôle de confiance, le blocage des dépendances transitives exotiques et l'utilisation d'un log file. Donc ce qu'on peut ici déjà faire, c'est par exemple un npm view PNPM time-JSON. Petit détail ici, si ma vidéo vous explique pendant 30 minutes qu'il faut vérifier les versions qui viennent juste de sortir, je ne vais pas commencer par installer ici aveuglément le PNPM publié hier. Donc ici, je regarde les dates. Et je m'intéresse aussi aux différentes versions. La dernière version stable, c'est celle-ci. Donc si vous devez installer PNPM,
ici installer la dernière version stable et pas forcément celle qui a été publiée juste hier. Et pour cela, je peux faire un npm install en global avec -g de pnpm et j'indique ici la version. Donc vous allez ici lancer cette commande. Évidemment, si vous voyez cette vidéo un peu plus tard qu'au fin août ici 2026, ne recopiez pas bêtement ma version. Tapez justement la commande que j'ai tapée et prenez la dernière version stable qui a été globalement sortie ici il y a entre 5 et 10 jours. En tout cas, pour voir si pnpm a bien été installé, je peux faire un pnpm espace -- version et on voit que c'est bien bon puisque ça me retourne ici la version de pnpm. Et écoutez, justement là-dedans, ce qu'on peut faire, c'est créer un projet sécurisé. On va déjà ici faire un pnpm init. Et là, on voit qu'un fichier package.json vient d'être créé. Et dans ce fichier package.json, on aura les scripts et les dépendances de notre projet. Maintenant, je vais créer ici un deuxième fichier qui sera nommé pnpm-workspace.yaml. Et là, je vais mettre ces informations dedans qu'on va décortiquer ensemble. Protection numéro 1, attendre 7 jours. Celle-ci, c'est ma protection préférée. On a minimum release age 1080. Alors 1080, c'est en minutes. Et 1080 minutes, c'est 7 jours. Et là, je demande simplement à pnpm ne sélectionne pas une nouvelle version publiée depuis moins d'une semaine. Alors il faut savoir que par défaut, pnpm met désormais un délai d'1 jour. Mais je préfère aller personnellement sur 7 jours, c'est comme ça. Ensuite, on a le minimum release age strict à true. Ici, je lui dis, si tu ne peux pas respecter mes 7 jours, tu échoues. Tu ne prends pas ici discrètement une version plus récente pour me faire plaisir. Puis, on a le minimum release age ignore missing time à false. Alors, si pnpm ici ne peut pas connaître la date de publication, ça arrive que des packages n'ont pas de date de publication parce que c'est des fainéants, alors je préfère qu'ils refusent plutôt que de contourner la règle. Et là, si je mets ça en place et qu'ensuite je regarde par exemple ici, alors cette fois-ci avec pnpm view next time-json. Je regarde un peu les derniers packages de Next. Bon, alors visiblement, ils aiment bien travailler la nuit, mais on voit ici qu'on a, alors je suis actuellement le 23 août, on voit qu'ils ont release un package hier soir. Donc je vais prendre ici cette version et je vais faire un pnpm add de Next et je vais mettre cette version. Je vais essayer d'installer une version qui date de hier soir. Et regardons un peu ce qu'il se passe. Bon, on voit qu'il n'est pas trop d'accord puisqu'il n'y a pas les 7 jours qui sont respectés. Et donc, ici, ça échoue. Très bien. Ensuite, on a le Trust Policy No Downgrade. Alors, celui-ci surveille la manière dont les packages sont publiés. En gros, si on avait un package qui avait jusqu'ici de bonnes preuves de confiance et que soudain une nouvelle version de ce package arrive avec un niveau de confiance inférieur, pnpm peut la refuser. Parce que oui, c'est typiquement le genre de changement de comportement qui mérite qu'on s'arrête. Puis ici, on a bloc exotique subdepth à true. Ici, j'empêche une dépendance située profondément dans mon arbre de décider tranquillement d'aller récupérer un bout de code depuis un dépôt Git ou une URL de tarball quelconque. Si par contre, moi j'installe volontairement une dépendance Git, ça c'est autre chose. Par contre, qu'un package le fasse 4 niveaux plus bas sans que je le sache, ça je suis pas d'accord. Maintenant, la protection la plus importante, c'est le post-install. Même si la dernière attaque, c'était le pré-install. Donc vous savez quoi, on va s'attaquer à l'install, au pré-install et au post-install. Et ça c'est un point capital, on a un package npm qui peut déclarer différents scripts. Donc on a pré-install, install, post-install. Et vraiment, historiquement, énormément de packages compromis ont utilisé des post-install pour exécuter du code immédiatement pendant l'installation. Alors, même avec la dernière attaque de supply chain sur Kivy et Cacheable, ici, c'était même des scripts pré-install. Ça veut dire que parfois, vous n'avez même pas besoin d'importer le package dans votre code pour que ça déclenche un malware. Le simple fait de l'installer peut suffire à exécuter quelque chose. Donc quand je fais ça ici, avec pnpm actuel, les builds et scripts de dépendance doivent être explicitement examinés. Mais si je mets strict
dep builds à true. Si une dépendance possède un script non revu, l'installation échoue au lieu de faire comme si de rien n'était. Donc là, si je vais sur une version de Next.js un peu ancienne, par exemple 16.3.1, on peut venir ici ajouter cette version next voilà. Bon bah là tout fonctionne bien parce que c'est une version qui était sortie, alors c'était le 13 août et actuellement on est le 23. Très bien, donc maintenant je peux par exemple un peu aller voir le package esbuild. Regardons un peu ça. On voit que la dernière release date du 8 août, donc on est actuellement le 23, tout va bien. Ce que je peux faire, c'est un pnpm add esbuild. Allez. Et là, en effet, on a des problèmes de script. Et là, ils nous disent de lancer cette commande pour autoriser les dépendances qui peuvent justement runner des scripts, lancer des scripts. Et à savoir que si vous allez dans pnpm-workspace.yaml, ben, vous pouvez aussi directement venir modifier les choses ici. Là, je pourrais mettre true, je pourrais dire que j'autorise le script de ce package. Ou je peux aussi lancer un pnpm approve builds pour venir sélectionner les éléments. Donc là, voilà, je vais venir sélectionner l'élément. Alors seulement là, ça m'a mis en false. Moi, je vais mettre ça en true. Ensuite, je peux faire un pnpm rebuild ici pour relancer tout ça. Et là, en effet, on est bon. Maintenant, il faut bien prendre en considération que pour certains packages, c'est tout à fait normal d'avoir des scripts pré-install, install, post-install. Faut pas non plus être parano, mais il faut quand même vérifier les choses. Et le mieux, c'est de ne pas autoriser les scripts par défaut et ensuite de venir tout contrôler et valider. Alors certes, ça prend un peu plus de temps, mais ça évite énormément de soucis. Maintenant, on va venir ajouter une deuxième barrière totalement différente. Et cette barrière, c'est Socket Firewall Free. Donc, je peux ici faire un npm install, alors on va juste faire un clear, je peux faire ici un npm install-g de sfw, et on peut faire un sfw-help pour voir si tout s'est bien passé. Et on est good. Alors Socket Firewall, c'est un outil qui fonctionne sans compte et sans clé API, donc ça c'est plutôt pratique. Et il supporte notamment NPM, Yarn et PNPM, et il suffira ensuite désormais de mettre devant les commandes SFW. Et donc au lieu de faire un PNPM add express par exemple, je vais faire un SFW PNPM add express. Donc là, vous allez avoir déjà PNPM, ensuite un firewall, le socket firewall, un peu plus bas le registre NPM et un peu plus bas le package. En fait, le but de Socket ici, c'est d'intercepter les requêtes faites par le gestionnaire de packages. Et on a déjà une version gratuite ici qui est pas mal, puisqu'elle bloque les packages confirmés comme malveillants et avertit sur certains packages détectés comme suspects. Et elle protège également contre les packages malveillants situés dans les dépendances transitives. Alors attention, ça ne veut pas dire que Socket connaît tous les malwares de l'univers. Les packages inconnus ne sont pas automatiquement bloqués et les détections IA non confirmées génèrent un avertissement dans la version gratuite plutôt qu'un blocage. Mais ça permet quand même ici d'ajouter une barrière gratuitement. C'est déjà pas mal. Et si ici je lance cette commande, on voit que tout s'est bien passé. On va aller dans le package.json où j'ai pas mal de choses installées, un peu tout et n'importe quoi ici, mais surtout on voit que Express est bien présent dans mes dépendances. Alors c'est normal, je viens ici de l'installer. Mais il faut surtout voir ici un fichier extrêmement important, le pnpm-lock.yaml. En fait, le package.json, c'est ce que je demande, et le pnpm-lock.yaml, c'est ce qui a réellement été installé, résolu. Parce que ici, dans le package.json, je peux dire que j'accepte finalement différentes versions. Alors que le logfile, lui, il mémorise précisément l'arbre qui a été résolu. Et y compris d'ailleurs les dépendances transitives. Et d'ailleurs, c'est pour ça que PNPM recommande de committer le logfile sur Git. Et le logfile est justement aussi présent pour éviter que l'arbre de dépendance bouge sans qu'on le sache.
Et à partir de là, on peut avoir deux réflexes avec le logfile. Maintenant que j'ai mon logfile, bon, je sais que j'ai des packages qui sont dignes de confiance. Certes, j'ai pas forcément toutes les dernières versions qui datent d'il y a 10 minutes des packages, mais au final, on s'en fout un peu de ça. Mais en tout cas, je pourrais lancer la commande ensuite, un peu plus tard, pour réinstaller les dépendances dans mon projet, pnpm install et -frozen-logfile. Alors cette commande, elle dit installe mon projet, mais tu n'as pas le droit de modifier mon logfile. Si package.json et le logfile ne correspondent plus, je préfère une erreur. Et d'ailleurs, pnpm documente bien --frozen logfile comme une installation qui n'actualise pas pnpm-log.yaml. Et deuxièmement, on pourrait aussi avoir git diff pnpm-log.yaml ici. Alors ici, quand Cursor, Claude, Codex ajoutent un package, vous n'êtes pas obligé de lire les 5000 lignes du logfile, mais jetez au moins un œil sur les différences. Si vous avez demandé une petite librairie et au final que vous avez un changement absolument gigantesque, posez-vous des questions. Et on a aussi ici le logfile qui vient contenir des données d'intégrité qui permettent notamment ici de vérifier que le contenu téléchargé correspond à ce qui était attendu. Et on le voit très bien ici. Donc si un jour vous avez une erreur d'intégrité, ne cherchez pas immédiatement la commande magique qui désactive le contrôle. Attention. Cherchez d'abord pourquoi le contenu ne correspond plus. Ensuite, aussi très important, on a pnpm ici audit. Et ça, c'est maintenant l'audit classique. Et cette commande permet de vérifier les packages installés par rapport ici au problème de sécurité connu. Et dans ici le pnpm workspace YAML ici, au niveau de l'audit level à high, on a fait quelque chose ici. En fait, ici, j'ai demandé de me concentrer sur les alertes qui sont high et critical. Alors attention, parce que les gens confondent beaucoup les choses. Un audit n'est pas un antivirus. Si ici on a un malware qui vient d'être publié et que personne ne l'a encore identifié, il peut parfaitement ne pas apparaître ici. Mais maintenant, puisque ici, nous, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait bloqué les packages qui dataient d'il y a moins d'une semaine, je peux vous dire que souvent, en quelques heures, c'est très très vite détecté. Et par exemple, on a des outils comme Socket qui souvent détectent les packages malveillants en 5-10 minutes, voire en 1 heure. Donc, on est quand même plutôt bien là. Ensuite, on a la commande pnpm y, et là, vous mettez un nom du package. Et celle-là est vraiment très utile, donc imaginez que l'audit me parle d'un package que je n'ai jamais installé. pnpm y me montre qui dépend de ce package. Et ensuite, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin, et là, c'est un peu le truc ultime. Le problème, c'est que comme dit, vos antivirus, etc., ils ne vont pas aller dans les non-modules, enfin, ils vont y aller légèrement, ils vont vite fait regarder un peu ce qu'il y a, mais ils ne peuvent pas vraiment voir des centaines de milliers de fichiers, c'est pas possible pour eux. Donc nous, on a déjà Socket Firewall, qui suffit déjà pour la protection simple que je voulais vous montrer, mais il faut savoir que Socket possède également une CLI complète. Alors c'est pas du tout quelque chose de sponsorisé ici, j'ai aucun lien avec Socket, c'est juste qu'ils font du bon taf, donc je le dis, voilà. Mais en soi, je suis pas rémunéré du tout pour dire ce que je dis ici. Et là, en gros, vous allez avoir quelque part un antivirus spécialisé dans les packages. Donc vous pouvez par exemple demander à Socket d'analyser un package et son risque. Et c'est vrai que quelque part, c'est un antivirus spécialisé dans les dépendances. Or, l'analogie a un peu ses limites, mais c'est un peu l'idée. Donc là, l'idée, c'est d'obtenir des informations sur le package avant de lui faire confiance. Et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet. Alors, un autre problème, c'est quand vous serez sur Claude, il aura toujours tendance à faire des npm install. C'est un peu ça le problème. Quand vous allez lancer un nouveau projet, alors déjà à l'avenir, vous direz avec les hooks, par pitié, pas avec des skills, il faut quelque chose de déterministe, vous direz créez-moi un hook qui empêche l'utilisation de NPM. N'utilise plus jamais de la vie NPM, utilise uniquement PNPM. Et au niveau du pnpm-workspace.yaml, met exactement ici ces informations que je viens de sélectionner. Si vous faites ça, vous êtes tranquille. Vous êtes plus tranquille que 99% des vibe coders actuellement. Et si vous mettez pas ça en place, c'est à vos risques et périls. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.